Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté le projet sur lequel on allait travailler, qui était la génération de texte avec un réseau de neurones récurrent. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la génération et à la génération de batch. On a vu que les batchs, en fait, dans les dernières vidéos, c'était quand même quelque chose d'important, parce que ça nous permettait de pouvoir... C'était sur les batchs qu'on allait s'appuyer pour pouvoir entraîner d'autres modèles. Et on a vu dans la dernière vidéo que les batchs, en réalité, pour les réseaux de neurones récurrents, ici, vont être légèrement différents. Et je vais vous montrer en fait en quoi ça va vraiment être différent. Donc déjà pour l'entraînement de base d'un réseau de neurones récurrents, juste pour un seul batch, pour une seule séquence. Ici en fait un batch va être une séquence. Donc ici là je vous ai pris une séquence qui est super courte, qui est une séquence qui est constituée en fait seulement d'un mot. Donc on a dit qu'on générait on générait en fait le poème, on allait le générer lettre par lettre. Donc quand je parle d'une séquence, je parle donc d'une série de lettres, et donc chaque élément en fait c'est donc une lettre. Donc ici on a une séquence très courte qui est par exemple le mot lui. Le mot lui suivi d'un espace, parce que généralement après le mot lui on a un espace pour pouvoir après enchaîner sur un autre mot. Ici le mot lui, par exemple, le premier élément de la séquence c'est donc le L. Donc quand notre réseau de neurones récurrent ici, il va recevoir le L en entrée, au tout début de la séquence, quand la cellule elle est à son état initial, à l'état précédent, il est pour le moment nul. Donc là, c'est que des zéros. Donc là, pour le moment, l'état initial est nul. Donc là, cette cellule-là va considérer seulement le L, et donc à partir du L, elle va devoir déduire quelle est potentiellement la prochaine lettre à prendre. Et là, la target qui va être mise, ça va être U. Ça veut dire que nous, là, quand on avait des images, on mettait cette image-là, cette image de 9, on disait, ça c'est un 9. Quand on avait une image de 8, on mettait ça c'est un 8. Quand on travaillait avec des dessins, on mettait ce dessin-là, c'est une maison. Et on mettait du coup un numéro pour chacune des images, selon quelle image c'était. Donc on avait une dataset comme ça. Ici c'est un petit peu différent. À chaque fois, en fait, la target, ça va donc être la prochaine lettre en fait de la séquence. Donc en fait, la séquence ici qu'on a, c'est LUI, donc lui. Donc la prochaine lettre du L dans la séquence, c'est U. Donc ça veut dire que la target, ici, ça va être U. Donc quand notre modèle en fait va essayer de faire une prédiction, donc là il va pas forcément faire U comme prédiction, il va potentiellement, comme au début il va être initialisé de manière aléatoire, il va très certainement se tromper, et donc il va faire une mauvaise prédiction, et donc il aura une erreur qui sera assez haute. Mais la target ça aura été quand même U, donc en gros l'erreur qu'il va faire va être mesurée en fonction de cette target qui est U. Encore une fois, ici je parle avec des lettres, mais en réalité il faut imaginer qu'ici chacune des lettres, en réalité maintenant on travaille avec des nombres. C'est simplement que c'est plus intuitif de l'expliquer avec des lettres. Ensuite, notre modèle, il va devoir faire une prédiction pour le U. Donc là, il faut savoir que le U, il va dépendre non pas seulement dépendre de U, cette cellule-là, donc cette cellule LSTM-là, elle va non pas seulement dépendre du U, mais elle va dépendre en gros de l'état précédent de la cellule précédente, donc de elle-même en fait, mais à l'état précédent. Parce que c'est récurrent, hein, donc cette cellule-là, en réalité, c'est la même que la cellule ici à l'instant T, sauf que là, c'est la même cellule, mais à l'instant T moins 1, donc son état était différent. Donc là, cette cellule-là, à ce nouvel instant-là, elle dépend donc de elle-même à l'état précédent, de son état à l'état précédent, et de, ici, le U qui lui est passé. Et elle va donc devoir faire une prédiction pour pouvoir prédire quelle est la prochaine lettre. Et là, encore une fois, ici en target, on dit que là, la target, ici, ce sera un I. Et donc, s'il se trompe, on va devoir faire descendre l'erreur pour faire en sorte que la prochaine fois, le réseau de neurones prédise la bonne lettre. Et là, donc, on fera la même chose exactement ici. On lui donnera I en entrée. Ici, ça dépend de l'état précédent et donc devra prédire le prochain élément de la séquence qui ici sera un espace. Donc ça c'est un batch en fait, donc un batch est égal ici une séquence, et on voit comment avec une séquence on peut entraîner. Et donc si vous êtes un peu dans le flou sur comment est-ce que l'entraînement ici se passe, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai fait, si vous ne les avez pas encore vues, les deux vidéos que j'ai fait sur les réseaux de neurones récurrents, qui seront en description de cette vidéo et sur la playlist Deep Learning avancé sur ma chaîne, qui vous aideront à bien comprendre ce mécanisme-là que j'ai déjà beaucoup expliqué. Donc là, donc ce qu'on peut faire ici, quand on a un texte, on a donc notre texte ici de Victor Hugo, c'est de prendre dans ce texte-là donc une séquence. Donc on va par exemple prendre cette séquence. Donc là, on va pas forcément s'intéresser à chaque fois à la taille. Les tailles, on va prendre des tailles un peu différentes à chaque fois, mais c'est pas forcément le plus important. Ici, le plus important, c'est que on prend ici une séquence qui est au tout début de notre texte. Donc très bien. Donc ici, le premier élément de la séquence, c'est le P.
Le P, il est ici. Donc le P, ici, la prochaine leg dont la target, c'est le A. Et ici, le P, donc cette cellule LSTM, elle dépend donc de l'état de l'input à l'instant T, qui est donc le P, et de l'état de la cellule à l'état précédent, qui est ici, comme on est au début de la séquence, on est au tout début de nos textes et au début de la séquence, l'état initial, pour le moment, il est nul. Donc pour le moment, tout va bien. Ici, en fait, on peut espérer que le modèle finisse par converger vers une solution qui soit à peu près bonne, même si ici, on remarque que là, la prochaine lettre pour un P qui serait au début, donc qui serait un état initial, ça peut être ici un A, mais ça peut être dans d'autres cas, par exemple, donc là c'est un E, par exemple ici là c'est pensée, donc là c'est un E. Donc quand on va s'entraîner, ici ça va être un A, mais de temps en temps, si on sélectionne cette séquence en entrée, ça pourrait potentiellement être un E ici en target. Mais l'idée c'est que notre modèle va réussir en fait à faire une moyenne de tout l'ensemble, et finalement il va se retrouver avec quand on va lui passer ici un P en entrée avec un état initial qui est nul, il va en fait avoir une probabilité très probablement ici, sachant qu'il y a plus de A en fait qui vont suivre une probabilité plus haute pour un A une fois entraîné, et une probabilité également haute pour le O, mais peut-être un peu moins haute. Et pareil, une probabilité un peu plus haute pour le A, mais sûrement moins haute pour le A, parce que le O aura une probabilité haute, mais moins haute que le A qui apparaît plus souvent en deuxième lettre après un P, sachant qu'on était dans un état initial. Donc on était en début de phrase. Donc ça, c'est la manière la plus intuitive de commencer de sélectionner une séquence à l'intérieur de notre batch. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est sélectionner une autre séquence. Donc par exemple, mettons qu'on sélectionne cette séquence-là. Par contre, si on prend cette séquence-là, donc là on a P ici, et là donc on a P, mais la target c'est R. Et donc là, si on prend, donc je dis bien si on prend ici un état initial qui est à 0, et bien là on peut imaginer que le réseau ici va pas réussir vraiment à s'en sortir, puisque on lui donne un état initial à un état qui est nul, enfin qui est rempli de 0, et on lui demande de faire la prédiction, sachant que là il y a un P de la prochaine lettre. Et bien là en fait ça pose problème, parce que ici il n'a pas assez d'informations pour pouvoir prédire la prochaine lettre, ou alors en fait il va simplement penser qu'il est en début de phrase. Et en début de phrase, on voit que la plupart du temps, quand on est en début de phrase, et ben c'est un A qu'il faut prédire ensuite. Donc en fait, ici, il y a une incohérence. On va lui demander de prédire la prochaine lettre, mais on ne lui donne pas les informations nécessaires pour qu'il sache que ici, les lettres précédentes, c'était parce que jargonnais V. Là, la séquence précédente, c'est parce que jargonnais V. Et c'est parce qu'il y avait cette séquence-là avant, que ici, sachant qu'il y a un P, il peut déduire qu'il y a un R après. S'il n'a pas les informations sur cette séquence-là, ben, il ne va pas être capable de pouvoir prédire qu'après il faut mettre un R. Il va être complètement perdu pendant l'entraînement. Donc ce qu'il faut faire, donc là, c'est plutôt de lui mettre l'état initial, c'est de lui mettre l'état précédent. Mais l'état de la cellule à l'état précédent, c'est-à-dire l'état de la cellule à ce moment-là. Donc là, il faut s'imaginer qu'on a d'abord entraîner notre modèle avec ce batch-là, donc avec cette séquence-là. Parce qu'on a entraîné notre modèle sur cette séquence-là, notre cellule, à cet instant précis, à cet instant-là, notre cellule avait un certain état. Cet état-là, il capturait toutes les informations qui étaient à l'instant T, mais également cet état-là capturait les informations, les informations sur les états précédents. Donc en l'occurrence, toutes les informations nécessaires qui sont importantes dans les lettres qui avaient été générées dans la séquence. Et ainsi, maintenant qu'on travaille avec une nouvelle séquence, plutôt que de passer un état initial qui soit vide à cette séquence-là, on va lui passer comme état initial l'état de la cellule à la fin de la séquence précédente. Donc, non pas un état nul, mais ici un état qui existait à la séquence précédente. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre justement un état qui ne soit pas à 0 ici, mais bien un état qui soit initialisé. Et que l'état, en fait, si on choisit un état qui est nul, donc rempli de 0, c'est qu'il y a un sens. C'est parce que ici, en effet, ici on considère qu'en effet, il n'y avait rien avant. Donc là, ça fait sens de mettre un truc vide. Par contre, ici, sachant que c'est en plein milieu d'une phrase, ça fait pas sens de mettre ici un état qui soit nul. Il ne faut pas faire ça. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc mettre l'état de la cellule de la séquence précédente. Mais ça suggère forcément qu'on avait déjà entraîné notre modèle juste avant pour pouvoir, sur cette cellule, sur cette séquence-là, pour pouvoir récupérer cet état-là. Sinon, on ne peut pas l'avoir, cet état-là.
Donc vous comprenez donc bien que finalement on ne peut pas se contenter simplement de sélectionner de manière aléatoire dans notre modèle des séquences comme ça. On ne peut pas se contenter de sélectionner des séquences de manière aléatoire dans tout notre texte. Il faut faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Donc le truc qu'on peut faire, c'est de séparer en fait notre texte sous forme de chunks. On peut appeler ça des chunks, mais sous forme de petites parties en fait. On va le scinder. Là en l'occurrence, pour que ce soit assez visuel, on doit scinder par paragraphe. Mais en fait dans notre texte après à la fin, on verra dans le code, on le scindera en fait de manière arbitraire. En fait, on divisera tout notre texte en fait en un certain nombre de chunks. Et ça sera arbitraire, ce sera pas par paragraphe. Là, pour que ce soit assez visuel, j'ai séparé tout ça par paragraphe. Donc on génère, on sélectionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer donc tout notre texte sous forme de paragraphe. Et donc là, notre batch, le but c'est que notre batch en fait il soit assez gros, c'est-à-dire qu'on va pas sélectionner simplement qu'une seule séquence. Pourquoi est-ce qu'on sélectionne pas qu'une seule séquence? Parce que le but c'est de pouvoir avoir plein d'exemples d'un coup pour pouvoir converger vers une bonne solution. Si on donne simplement, ici par exemple, si on donne simplement cette séquence-là à notre modèle comme exemple, si on donne simplement cette séquence-là à notre modèle, il va essayer donc de minimiser l'erreur, il va calculer les gradients, il va minimiser l'erreur, seulement basé sur cette séquence-là. Mais cette séquence-là, donc là ça veut dire qu'on modifie notre modèle, on fait une modification sur notre modèle basée seulement sur cette séquence qui représente seulement même pas 1%, peut-être qui représente seulement 0,01% de toute notre dataset, de tout notre texte. Donc en fait, on modifie notre modèle seulement, on modifierait en fait notre modèle seulement basé sur un exemple qui représente seulement 0,01% de toute notre dataset. Et donc on ne veut pas faire ça, on veut en fait modifier notre modèle sur beaucoup plus de séquences, car toutes ces séquences-là, si on ajoute plein de séquences dans notre batch, si on fait plein d'exemples d'un coup pour pouvoir entraîner notre modèle, et ben il va s'entraîner sur un exemple, sur un échantillon de séquences qui représente bien plus l'échantillon global qui est notre dataset, qui représente bien plus notre dataset global. Donc plus on va mettre de séquences dans notre batch, donc plus notre batch va contenir de séquences, et bien plus en fait l'entraînement va être efficace parce qu'il va se baser sur beaucoup de séquences à la fois. Après bien entendu on va pas pouvoir sélectionner toutes les séquences d'un coup, ça on peut pas le faire tout simplement parce qu'on n'a pas la mémoire pour. En fait si on essaye d'entraîner sur toutes les séquences d'un coup de notre modèle, ça marchera pas. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie, puisqu'on a vu qu'on avait besoin d'avoir à chaque fois les séquences précédentes pour que ce soit efficace. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner donc plusieurs séquences comme ça. Mais parce qu'on a besoin d'avoir justement ces transitions entre les séquences, cette transition pour passer de ça à ça, qu'on ait bien les états après qui évoluent, et ben on va scinder donc tout notre texte en plusieurs parties. Et on va commencer ici avec chaque fois, ici là un état initial qui est à 0. Donc ici on commence à chaque séquence ici de notre batch. Donc notre batch ici maintenant il regroupe en fait plein de séquences. Et chacune de ces séquences-là a un état initial qui est nul. Et pour le moment, c'est cohérent parce qu'ici, l'état initial en fait est bien nul. En fait, c'est parce qu'il n'y a rien eu avant. Enfin, on peut considérer que les informations de ce paragraphe-là sont pas forcément en fait obligatoires pour pouvoir commencer à générer du texte à partir de seulement cette lettre, sachant que là, c'est un nouveau paragraphe. En réalité, ça pourrait aider d'avoir ces informations-là. Mais en pratique, on peut faire l'hypothèse que ça suffira quand même on fait l'hypothèse que ça pourra suffire pour pouvoir faire en sorte que notre modèle converge vers une bonne solution. Donc maintenant qu'on a utilisé ce batch-là qui est constitué de toutes ces séquences-là sur notre réseau de neurones récurrents et qu'on a fait une descente de gradient, qu'on a essayé de minimiser l'erreur sur ces textes-là, sur ces séquences-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder en mémoire les états de chacune des cellules, l'état de la cellule à cet instant-là. On garde également l'état de la cellule à cet instant-là, à cet instant-là, à cet instant-là et à cet instant-là. Et là, on va réutiliser donc les états de ces cellules-là à chaque fin de séquence comme état initial des prochaines séquences qu'on va envoyer, donc du prochain batch qu'on va envoyer, qui va être celui-ci. Et donc là, j'ai fait exprès de colorier également celui-ci, de surligner également celui-ci, pour bien vous montrer que là, cette nouvelle séquence qu'on envoie,
à notre modèle, enfin ces nouvelles séquences qu'on envoie, ce nouveau batch, à chaque fois, l'état initial de chaque séquence dépend de l'état initial de dernier élément de la séquence précédente. Et donc ça, c'est la manière dont on va procéder pour faire l'entraînement. Et on va en gros continuer à faire un entraînement. Prochain batch, il contiendra les séquences suivantes qui dépendront également des états initiaux des séquences précédentes. On répète encore ça. Des autres séquences qui dépendent des états initiaux des séquences précédentes, enfin, où leurs états initiaux dépendent des cellules aux états précédents. Et enfin, là, on va arriver donc à la fin de notre chunk. Donc ça, c'est un chunk, ça, c'est un chunk, ça, c'est un chunk. On va arriver à la fin de notre chunk, ce qui va faire que donc là, on aura fait ce qu'on appelle une époque. C'est-à-dire qu'on sera passé sur toutes nos datasets. Et donc ça, ce que je viens de montrer là, c'est une époque. Donc ce processus-là, toc, 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 c'est une époque. Là, c'est une époque. Et là, on peut donc maintenant recommencer une nouvelle époque en recommençant au début. Et là, par contre, on va réinitialiser nos états initiaux. Donc là, les états initiaux ici sont bien réinitialisés. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer dans le code comment j'ai mis ça. Donc là, dans le code, ce que j'ai fait, donc là, je ne vais pas rentrer tout en détail sur chacune des lignes, mais en gros, cette ligne-là, donc génération de batch, elle fait exactement le processus que je viens de montrer juste avant. Donc là, déjà, je montre un peu un exemple de qu'est-ce que c'est en fait. Donc là, on avait vu ce schéma-là, où en gros, on avait le L, on avait comme target le U, et le U, on avait comme target le I. Donc je vous avais dit que la représentation de ces lettres, c'est des nombres. Donc là, en fait, ce que je fais déjà, c'est sur ma version encodée de mon texte. Donc là, ma version encodée, c'est que des nombres. Ce que je fais, c'est que je set directement mes inputs et mes targets. Et là, grâce à ça, en fait, donc là, mes targets, je les ai sélectionnés en faisant comme ça, en sélectionnant en fait pas le premier de toute ma liste de trucs encodés. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'affiche mes inputs. Donc là, j'affiche mes 10 premiers inputs et j'affiche mes 10 premières targets. Et là, on a un exemple d'input et target, c'est qu'on a cet input-là, on a cette séquence-là, on a 4 qui est suivi d'un 10, suivi d'un 25. Donc là, il faut se dire que c'est la représentation de lettres. Donc le 4, sa target, c'est 10. Et donc là, on voit qu'on a donc bien créé une target où l'élément associé à 4, c'est bien 10. Parce que ici, 10, le prochain élément dans la séquence, c'est 10. 10, son prochain élément dans la séquence, c'est 25. Et là, on voit bien que dans le tableau de target, l'élément associé, c'est bien 25, qui est bien la target ici. Ici, 27, son prochain, c'est 11. Et donc ici, 27, sa target, c'est bien 11. Et là, on a donc une nouvelle info ici, c'est que le prochain de 11, ici on ne le voit pas parce que j'ai sélectionné seulement les 10 premiers, mais son prochain c'est bien 36. Ici j'avais sélectionné les 11. Alors, hop. Ok. Donc là, alors attends, hop. Voilà, donc son prochain, 10, là c'est 29, et donc là c'est bien 29. Alors, hop. Voilà. Ok, ouais, c'est parce que là j'avais ça à recharger, donc ça c'était le truc du kernel précédent. Donc là son prochain à 10 c'est bien 29, et donc là si j'affiche ici, hop, son prochain c'est bien 29. Donc là ça avait tout changé les nombres parce que c'était le cache du kernel précédent. Donc voilà, donc là on a donc bien cet exemple, on a nos inputs et on a nos targets, et donc maintenant on va générer nos batchs d'après cette génération là que je vous ai montré. On va générer nos batchs de cette manière là. Donc ça, c'est cette fonction qui le fait. Donc cette fonction, elle prend en paramètre donc les inputs et les targets que je viens de montrer ici. La taille des séquences qu'on désire. Donc après ça, la taille des séquences qu'on désire, ce sera de manière arbitraire pendant l'entraînement. On va dire quelle taille on désire. Et la taille des batchs. Donc en gros, la taille des batchs, c'est combien de séquences on souhaite. Donc là, dans l'exemple qu'on avait ici, la taille des séquences, je l'avais pas, elle change en fait à chaque fois ici. Mais maintenant dans l'entraînement, elles seront toujours de taille fixe, donc ce sera toujours les mêmes. Et ensuite, par contre, la taille du batch, le batch size, ici dans cet exemple-là, c'est 5. Et après, là, le batch size, donc là, on mettra le batch size qu'on désire. Et donc là, ce que je fais, c'est exactement ça. C'est ce que je fais en fait ici, c'est que bon, je set en fait la taille des chunks que je vais créer. Là, je set le nombre de séquences par chunk que je vais pouvoir créer. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, c'était 4 par chunk.
Mais ici c'était simplement vraiment pour l'exemple parce que la taille des séquences est pas fixe ici, donc c'était vraiment ici pour l'exemple, ici ce sera fixe. Et donc là en fait ce que je fais c'est que j'itère et à chaque fois je sélectionne à la première itération de cette boucle, je sélectionne ces séquences là de mes chunks. Ici, après la prochaine itération je sélectionne ça et à chaque fois je retourne, donc je yield, je retourne un nouveau batch à chaque itération. Donc là, si j'utilise cette fonction-là, donc là, je vais vous montrer exactement ce que fait cette fonction. Hein. Donc là, je parcours cette fonction-là, donc ça me yield des résultats, donc ça veut dire que je peux parcourir avec un for cette fonction-là. Donc là, je parcours en faisant batch input, batch target, in, gen batch, donc génération de batch. Je lui passe mes inputs, mes targets. Ici, je dis que je veux des séquences de 5 et des batchs de 32. Et ici, noise, je vous explique juste après ce que ça fait le noise. Ici, je dis que je veux donc pas de noise pour le moment, donc pas de bruit, donc je vous expliquerai juste après ce que ça fait. Donc là, si j'affiche déjà la shape de ce que j'obtiens, j'obtiens donc des batchs, donc mes inputs, j'obtiens donc 32 inputs de 5, donc qui sont donc mes séquences de 5, et j'ai indiqué que je voulais des batchs de 5, donc de 32. Donc j'obtiens 32 séquences où chaque séquence fait 32. Et pour chacune de ces inputs, j'obtiens donc la target. Et donc maintenant, si j'affiche par exemple le premier élément de mon batch, hop, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc 3, 9, 24, 21, 26. Et donc 3, le prochain élément de la séquence c'est 9. Et là on voit bien qu'il m'a donné en fait en target donc 9. 9, son prochain élément c'est 24, il m'a donné en target 24. Donc pour la target du 9, c'est bien donc 24. Et donc voilà. Mais donc là par contre, si je me positionne maintenant ici, là je me positionne dans un autre chunk. Donc si je me positionne en fait au deuxième élément de mon batch, je suis en fait dans un autre chunk. Donc là, le premier élément de mon batch était cette séquence-là, de manière imagée. Et là, dans mon batch, je passe au l'élément suivant, en fait, je suis ici. Je passe à chaque fois d'un chunk à un autre. Et tout mon texte est séparé en 32 chunks ici. Donc là, ici, si j'affiche ça, eh ben, j'obtiens donc un autre chunk. Et là, mettons là que je vais faire 2 itérations avant de break. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir que ça suit. Dans ce cas-là, je break. Hop. Donc là, j'affiche à chaque fois. Voilà. Supérieur ou égal, comme ça on n'en a que 2. Voilà, on voit qu'ici, eh bien, la target du 26, c'était 29. Et là, on voit bien que maintenant, à la prochaine itération, à mon prochain batch, et bien pour la première séquence de mon batch, et bien ici la séquence suivante, on voit bien que la target c'était en effet 29. Parce que le 26, le prochain élément de la séquence, c'était 29. Donc là, ça s'est décalé de 5. À chaque fois, il y avait une séquence de 5 dans ce chunk-là. Donc premier chunk de mon batch, ça s'est décalé de 5. Et donc là, le prochain élément de 26, c'était bien 29. Et en effet, 26 ici, à cette itération-là, sa target, c'était donc bien 29. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit la possibilité de mettre un noise. Donc, c'est-à-dire que le but de mettre un noise, c'est du noise, du bruit, en fait. C'est de rajouter de la diversité dans les inputs. Donc là, en fait, on va entraîner notre modèle sur une dataset de texte de Victor Hugo. Mais cette dataset est assez fixe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, de manière aléatoire, changer des lettres. On va de manière aléatoire les changer. Et le but de les changer, c'est de rajouter de la variété. Donc en réalité, cette variété qu'on va ajouter, ça va être vraiment ce qu'on appelle du bruit, parce qu'on va en fait enlever, on va de manière aléatoire changer des lettres, ce qui donnera potentiellement un texte qui aura un tout petit peu moins de sens. Mais en fait, ça va aider notre réseau de neurones récurrents en fait à ne pas faire de l'overfitting. Donc dans la dernière vidéo, on a vu, dans les dernières vidéos sur le réseau à convolution, on a vu que notre modèle, il pouvait des fois en fait apprendre par cœur les images qui lui étaient données. Et ça, c'est parce qu'il est capable en fait de mémoriser exactement tous les patterns et de faire en sorte simplement de les mémoriser. Et là, en rajoutant du bruit, on va changer de manière aléatoire des lettres dans la séquence en input,
Ce qui va faire que notre modèle, en fait, il va avoir beaucoup plus de mal à mémoriser par cœur les informations qu'il perçoit, parce qu'à chaque fois, elle change un petit peu, il y a des petits changements, des petites subtilités qui changent, ce qui va faire qu'il va davantage se focaliser sur généraliser des connaissances à générer du texte, plus qu'à mémoriser par cœur les inputs pour générer exactement l'output qu'on a envie. Et donc si, mettons là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir donc ça 2 fois, et ici je vais rajouter un noise de 3. Donc en gros, quand je mets un noise de 3 ici, sachant que j'ai une séquence de 5, ça veut dire que au moins 3 de mes éléments de ma séquence de 5 vont être modifiés. Donc là, ce qui est énorme, hein, mais généralement on mettra un noise qui sera proportionnel à toute la séquence. Donc là, si je fais ça, et ben j'obtiens ici donc ma séquence sans bruit, donc c'est-à-dire là que tout est parfait. Par contre ici on voit que le prochain élément de ma séquence ici c'est 21, c'est plus 9, ça a été changé. Et pourtant la target de mon 3 c'est bien 9, même si ici ça a été changé. Et la target du 21 ici, eh bien c'est 24. Et donc là c'est bien, c'est bon. Enfin là c'est bon, c'est parce que le prochain c'est bien 24, mais on voit en fait qu'ici j'ai rajouté du bruit. Ici pareil, ici le prochain élément le 26, ici il est différent du 21. Enfin le 21 ici c'est du bruit, c'est un truc qui a été modifié automatiquement. Et donc ça, de faire ça en fait, donc ça va aider en fait le modèle à généraliser. Et en fait vous pourrez essayer dans les prochaines vidéos, quand je vais lancer l'entraînement, quand vous le lancerez de votre côté, si vous lancez en fait l'entraînement sans le bruit, vous verrez que vous allez réussir à avoir une précision beaucoup plus haute. Vous allez peut-être potentiellement, dans cette vidéo, là moi j'ai atteint 60% d'accuracy, de précision, ce qui donnera des résultats assez cohérents. Et si vous enlevez tout, moi j'ai mis donc un certain seuil de bruit, et si vous enlevez totalement le bruit, si vous lancez l'entraînement de votre côté en enlevant totalement le bruit, potentiellement vous allez arriver à 70%, 75% de précision, ce qui est bien. Mais potentiellement il peut avoir un tout petit peu d'overfitting à l'intérieur. Le fait de rajouter ce bruit, ça va aider à réduire cet overfitting et à davantage généraliser les connaissances qui vont nous permettre à générer du texte qui soit cohérent. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra maintenant comment est-ce qu'on peut représenter réellement ces nombres. On verra que c'est pas forcément la meilleure représentation à avoir. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut mieux représenter ces nombres. Donc si vous avez, donc n'hésitez pas déjà à passer du temps sur cette fonction pour bien comprendre ce qu'elle fait. Vous pouvez alors soit la réutiliser, enfin si vous avez bien compris le concept, vous pouvez soit la réutiliser sans trop vous poser de questions, soit si vous êtes curieux de savoir comment est-ce qu'on peut générer tout ça, allez en précision dans le code, ça vous aidera aussi en fait à bien avoir une très bonne intuition de comment les batchs sont générés, ce qui est important ce qui peut être vraiment important si vous voulez vraiment développer une compréhension profonde de tout le sujet. Et ça vous aidera aussi en fait dans toutes les tâches, à chaque fois que vous gérez des réseaux de neurones récurrents, d'avoir cette compréhension de ce qu'on vient de faire sur la génération de batch. C'est vraiment important de bien comprendre ça et de comprendre l'intérêt qu'il y a derrière le fait de générer les batchs de cette manière pour voir à chaque fois les états des cellules précédentes qui soient cohérents à partir des batchs d'entraînement. Et ce qu'on voit aussi dans cette vidéo, c'est l'importance en fait qu'il y a à générer à avoir un processus de génération de batch qui soit cohérent et qui soit fait comme il faut. Et si en fait on génère des batchs qui sont mauvais par rapport à notre dataset, et potentiellement on va avoir de moins bons résultats que si on génère des batchs qui soient bien structurés et bien cohérents. Donc voilà, si vous avez des questions, il y a des points que vous n'avez pas compris là-dessus, n'hésitez pas à rejoindre le Discord sur TensorFlow 2.0, vous allez sur le channel TensorFlow 2.0 et vous posez vos questions. La communauté ou moi-même pourra vous répondre sur les questions que vous pouvez vous poser. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager toute la série sur la formation sur TensorFlow 2.0. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.